Voilà, donc Wilfried, tu es en évidence. Bonjour à tous, 8h31, on va commencer. Je suis ravi de vous voir connectés pour cette webconférence matinale avec Montpensier Rebelle et en particulier avec Wilfried Galland, directeur général adjoint et stratégiste, que je remercie vivement. Merci beaucoup Wilfried. Le programme ce matin, le titre, Le vent se lève, avec un point sur l'impact de l'IA sur les marchés, la Chine, les États-Unis et l'Europe. Alors, comme toujours avec Wilfried, simple et clair, sans langue de bois ni push produit, ça je pourrais m'en charger. Montpensier Bevel, société de gestion entrepreneuriale, 80 collaborateurs basés à Paris. Nous gérons quelques 6 milliards d'euros d'encours répartis sur la gestion collective avec une gamme d'OPCVM, actions européennes, thématiques, obligations classiques et convertibles, de la gestion sous mandat et des actifs non cotés. Je me présente, je m'appelle Henri, j'ai la charge de la relation partenaire retail avec deux autres collaboratrices et j'ai voulu organiser cette webconférence après plusieurs événements de marché et des événements géopolitiques complexes. Le but étant d'apporter des éléments de réponse pour nourrir nos propos en cette fin d'année pour nos clients respectifs. Alors Wilfried, je t'en prie, nous t'écoutons. C'est parti. Alors effectivement, merci, bonjour à tous. Au début, avec Henri, on s'était dit on va faire ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire un plan géographique avec la partie chinoise, la partie américaine, la partie européenne. Et puis, au dernier moment, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute une petite intro de quelques minutes sur l'impact de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'économie? Qu'est-ce que ça veut dire sur les marchés? Qu'est-ce que ça veut dire sur le dollar? Parce que je pense que c'est vis-à-vis de vos clients, c'est une question qui est extrêmement centrale, hein. C'est voilà, c'est si on peut la synthétiser, c'est en avoir ou pas. Et par rapport à ça, ce qu'il faut voir, c'est que la clé, c'est l'augmentation de la productivité sur l'économie impactée par l'IA. Dans quel secteur, dans quelle mesure ça impacte l'emploi, dans quelle mesure ça impacte la rentabilité du capital, et comment est-ce que ça peut faire évoluer à la fois les actions, les taux et bien sûr également les devises. Euh, Pourquoi je parle de ça? C'est parce que on a, vous le savez, sur les Magnificent Seven, hein, aujourd'hui, en gros, c'est quasiment 40% du S&P 500 hein, à cette date-là, c'est même peut-être un peu plus. Et donc, c'est le pan qui soutient la cote aux États-Unis et c'est le pan qui également soutient la croissance, hein. Vous savez, ce fameux chiffre, 50% de la croissance américaine sont les investissements globaux dans l'écosystème de l'IA. Pourquoi est-ce que tout le monde se précipite dessus? C'est parce que la promesse, c'est l'augmentation de la productivité. Et ce qu'on voit effectivement même depuis 2021, c'est qu'on voit que la productivité américaine se redresse et on voit qu'on a une augmentation de la croissance de la productivité. Alors historiquement, la croissance de la productivité, le pic, c'est pendant les 30 glorieuses, hein, le pic, on a une croissance de la productivité autour de entre 4 et 5% aux États-Unis, donc c'est absolument considérable. C'est le moment où on fait voilà, toutes les réorganisations, c'est le moment où on croit énormément aux États-Unis en termes d'efficacité. Et puis on a eu une baisse tendancielle, d'abord à la fin des années, à la fin du XXe siècle, et puis on a commencé à avoir également des doutes après la première phase Internet, des doutes à partir de 2010, en disant est-ce qu'on n'est pas rentré dans une phase de croissance faible de la productivité? Et là, on voit que la croissance de la productivité monte assez nettement. On est au-delà de 3% aux États-Unis. Ce qui m'intéresse, c'est que à la fois, on voit que les salaires euh, déflatent par rapport à la productivité, donc la productivité croît plus vite que les salaires. En revanche, la productivité du travail engendre une rentabilité du capital qui croît très très rapidement. Et ça, c'est quand même un point majeur, c'est-à-dire que quand on compare l'évolution des profits des entreprises américaines par exemple, depuis 2020, en gros, les profits ont doublé. Voilà. Si on les déflate des prix à la production, ce qui quand même apparaît un peu plus raisonnable, en gros, on est à 40% de hausse, ce qui est bien. Si en revanche, vous regardez l'évolution des salaires réels, en revanche,
là, on est sur une croissance au mieux totalement à zéro, voire si on prend en compte un certain nombre d'emplois un peu plus bizarroïdes, on est sur une baisse des salaires réels aux États-Unis. Donc vraiment, quand on regarde l'évolution enfin, l'impact de l'IA, on a une croissance de la rentabilité du capital et une décroissance de la profitabilité du travail, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire quoi pour l'économie? Ça veut dire que, on a un effet à la fois de croissance et un effet potentiel, bizarrement, déflationniste. C'est-à-dire que, bah, en fait, vous avez besoin de moins de quantité de travail pour faire la même chose. Et quand on regarde effectivement l'offre d'emploi aux États-Unis, hein, l'offre d'emploi depuis 5 ans aux États-Unis, elle est en train de stagner. C'est-à-dire que vous avez des créations d'emplois, des créations d'aides, et parce qu'en fait, vous comptez des gens qui reviennent sur le marché du travail, mais quand vous regardez globalement les offres d'emploi et les créations d'aides d'emploi, globalement, on est plutôt flat. Donc ça veut dire qu'on est dans une zone où on a une croissance potentielle qui risque de monter fortement aux États-Unis. Ça, c'est le côté très positif, très, très optimiste, avec des sujets sociaux quand même qui vont monter parce que bah, vous aurez besoin de moins d'emplois. Et vous le voyez déjà dans les créations d'emplois, dans les offres d'emploi pour les jeunes diplômés aux États-Unis. Donc c'est un véritable sujet. Et toute la question, c'est est-ce que l'infrastructure va suivre? Est-ce que l'infrastructure, en termes énergétiques, par exemple, va suivre? Est-ce que l'efficacité des processus informatiques va suivre également? L'impact est d'autant plus fort que l'IA, ça impacte beaucoup les services aujourd'hui, hein. Quand vous regardez les secteurs qui déclarent employer de moins en moins de personnes du fait d'automatisation numérique, certains mentionnent l'IA, d'autres moins, ce sont les secteurs des services, hein. Jusqu'à présent, c'était plutôt les secteurs de la production qui étaient impactés. Or, les services, c'est 80% de l'économie américaine. Donc, on a un effet potentiellement positif sur les marchés si on pense que l'efficacité énergétique va monter. Moi, je fais partie quand même plutôt des optimistes, hein. Je pense qu'on est capable de trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'il y a une incertitude là-dessus. L'impact également, ce sera probablement une grande pression sur la Fed, hein, parce que quand vous avez un marché de l'emploi qui stagne, mais avec en plus des effets déflationnistes de l'intelligence artificielle, bah, vous êtes pris entre les deux, quoi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous baissez les taux? Est-ce que vous les montez? Quel va être l'impact sur la partie longue de la courbe? Ça, c'est toute la partie ambiguë. Et autant je suis positif sur la partie action, autant sur la partie taux, c'est un peu plus compliqué à voir. Et le dernier élément, c'est que ce pan de l'activité, pour moi, est un soutien du dollar. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que le dollar va baisser fortement, hein. Ça fait un certain temps que j'ai cette position-là. Parce que dans l'histoire, quand vous regardez l'histoire longue, hein, quand vous regardez depuis 150 ans, les évolutions de taux de change sont toujours des évolutions qui ont suivi l'efficacité économique et la force des économies. Et aujourd'hui, c'est quand même plutôt la force de l'économie américaine qui est révérée. Vous n'avez pas beaucoup d'alternatives au dollar. La seule alternative, c'est l'or, si vous voulez vous protéger. C'est pour ça que l'or monte, hein. C'est parce que personne ne veut être short dollar, mais quand vous avez quand même des craintes, bah, vous prenez de l'or en contrepartie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans les réserves des banques, hein, l'or a dépassé le dollar, en fait, hein. Le dollar est largement la première devise des monnaies de réserve, hein, des banques centrales, hein, c'est encore quasiment 60%. Mais quand vous prenez tous les actifs de réserve, l'or est aujourd'hui un actif de réserve supérieur au dollar. Donc, positif de l'impact sur l'économie sur de l'intelligence artificielle, mais avec des effets effectivement très divers en termes de rentabilité du capital et surtout en termes d'évolution du travail. Et ça, effectivement, il va falloir le suivre. Donc ça, c'est la partie longue introduction, mais qui me paraissait très, très importante parce que c'est le sujet central. Et donc, en termes de marché, puisqu'Henri, tu m'as évidemment mis une saine pression sur le fait qu'il fallait déduire des conséquences en termes d'investissement. Je pense que la technologie, je pense que même les infrastructures blockchain, je pense que tout ce qui est effectivement numérisation de l'économie est un thème, y compris les GAFAM, hein, qui est incontournable dans les portefeuilles. Il ne s'agit pas d'y aller à fond, évidemment, complètement, mais on ne peut pas aujourd'hui ne pas y être. Et moi, je n'écarte pas du tout le fait qu'on soit
peut-être en 99, mais début 99, et donc juste avant le run incroyable de 30 à 40% des marchés qu'on a connu au moment de la bulle Internet. Donc voilà, il faut être présent dans ce secteur-là, qui n'a probablement pas donné son dernier mot, sauf pour ceux qui ne gagnent pas d'argent. Si on fait maintenant un panorama global de l'économie, en commençant, finalement, une fois n'est pas coutume, je vais changer un peu. Je vais commencer par l'Europe, en fait. Je vais commencer par l'Europe et je vais commencer par la France. C'est un sujet, je pense, qui est vraiment dans la tête de tous vos clients, qui est dans la tête des nôtres, hein, sur la gestion privée. Henri l'a mentionné, maintenant, on a de la gestion privée. Je dis maintenant parce que, vous savez, je suis un ex-Montpensier, donc chez Montpensier, la gestion privée était beaucoup moins importante que chez Arbevel. Donc maintenant, dans notre nouveau groupe, on a une partie gestion privée importante. Et c'est un sujet quand même voilà, qui trotte dans la tête des clients. Où va la France? Euh, Globalement, et ça va être mon thème là, dans les 15 prochaines minutes, que ce soit la France, l'Europe ou même sur les autres zones, c'est une histoire de fragilité et de résistance. La fragilité française, on la connaît, c'est une fragilité malheureusement de diagnostic. La fragilité française, c'est que nos hommes politiques n'ont pas réussi à comprendre et fait comprendre à la population cette idée extrêmement simple qui est que le problème français, c'est que, en une phrase, nous n'avons pas la croissance potentielle suffisante pour supporter le niveau de dépenses sociales que souhaitent nos compatriotes. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc on a deux solutions, soit on baisse le niveau de dépenses sociales, mais ça nos compatriotes ne le souhaitent pas. On le voit à chaque fois qu'on essaye, ça marche pas. Voilà, il y a des réactions très éruptives, et comme on a maintenant une majorité de la population qui dépendent de ces dépenses sociales, il y a très peu de chances qu'on arrive à les baisser. L'autre possibilité, c'est d'augmenter la croissance potentielle. Et vous augmentez la croissance potentielle de deux façons. Une première façon, on vient d'en parler, c'est d'augmenter la productivité, donc des investissements. Et ça, pour ça, vous avez besoin de capital. Et la France n'aime pas le capital. Bon, il va bien falloir à un moment donné s'y résoudre. La formation aussi, bien sûr. Et puis le deuxième élément, c'est d'augmenter le nombre de personnes au travail, hein. Vous augmentez la quantité de travail, la productivité et la quantité de travail. Ça, la quantité de travail, là aussi, on peut le faire un peu à la marge. Il y a, je pense, une possibilité d'acceptation sur toute la partie assurance chômage. De plus en plus d'études montrent que notre système extraordinairement généreux, pour ne pas employer un autre terme, en termes d'assurance chômage, est considéré comme trop généreux par la majorité de nos compatriotes. Donc là, on pourrait probablement agir dessus, mais en revanche, on voit à chaque fois qu'on veut toucher, par exemple, l'âge de la retraite, pas possible. Enfin, voilà, la retraite en France, c'est l'aspiration des Français à devenir rentier au 19e. C'est pareil. Voilà, c'est les grandes vacances de la vie. Et ça, on n'en sortira pas. Pareil pour revenir sur les 35 heures, c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ancré dans la population. Et chez les jeunes, on voit qu'on a du mal quand même à faire monter le taux d'activité des 20-25 ans. Donc le tout, c'est de le savoir et donc d'augmenter la productivité. Ça, pour l'instant, on n'a pas ça. Mais en attendant, ce qu'on voit quand même, c'est que l'économie française résiste. Et je terminerai là-dessus sur mon diagnostic français, c'est que on voit par exemple sur l'investissement, alors pas sur les nouvelles productions, ça c'est vrai. Les boîtes n'investissent plus dans les nouvelles productions, mais en revanche sur l'amélioration des processus existants, le renouvellement des machines, l'investissement évidemment dans le numérique. On voit que voilà, ça n'est pas arrêté. Au contraire, ça continue et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. On voit également que les services, ça tient très bien. Voilà. Et en fait, ce qui nous permet d'avoir une croissance qui finalement tient bien. On va être 0,8, 0,9, presque 1%. Enfin, compte tenu de nos problèmes, franchement, on s'en sort plutôt bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Sur l'Europe, en général, le sujet, c'est l'Allemagne. Là où commence à sortir, j'ai sorti un papier, je ne sais pas si vous avez lu, mais j'ai sorti un papier sur le déclassement allemand. Là, le thème est en train de monter partout, hein, sur le fait que l'Allemagne a vraiment un sujet. Tout le monde espère dans le plan Merz. Le plan Merz, c'est deux fois le plan Marshall, hein, en monnaie constante. Maintenant, il faut qu'il arrive à le dépenser. L'Allemagne a un problème d'efficacité dans la dépense publique et surtout un problème de bureaucratie. On pense que nous,
on est trop bureaucratique. L'Allemagne n'a rien à nous envier là-dessus. Ils se sont construits sur l'amélioration progressive des process dans leur industrie. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, il faut changer de modèle. Est-ce que l'Allemagne en est capable? Moi, je pense parce qu'ils ont beaucoup de marge de manœuvre, hein. Leur dette sur PIB l'an prochain, même avec tout ce qu'ils vont dépenser, ils vont être en dessous de 80% hein, de dette sur PIB. Donc, ils ont largement les moyens. Ils doivent être autour de 76% avec tout ce qu'ils vont dépenser l'an prochain, en théorie. Donc, on va avoir un vrai soutien normalement. Mais voilà, l'efficacité va être à voir. Ça, c'est un gros sujet parce que l'Europe du Sud ne peut pas tout faire. Et qu'aujourd'hui, on peut attendre de la croissance de la part de l'Italie et de l'Espagne, surtout de l'Espagne. L'Italie, ils ont quand même beaucoup de retard, hein. Donc tout le monde dit c'est super, Mélanie, formidable, magnifique, quel talent. Bon, quand vous regardez, on dit oui, le PIB par tête en Italie monte. Ouais, super. Enfin, c'est plus facile quand votre population baisse de faire monter votre richesse par habitant. Et la productivité italienne est quand même très faible. La croissance italienne, quand vous regardez depuis 2020, elle est extrêmement faible. Alors oui, elle est meilleure depuis un an, mais franchement, c'est pas terrible. L'avantage de l'Italie, c'est que l'Italie ne revient pas sur les réformes qui ont été faites avant. Meloni n'est jamais revenue sur les réformes de Mario Monti. Et ça, c'est quand même quelque chose que nous, on doit apprendre, hein. C'est-à-dire que quand on a des bonnes idées, il ne faut pas revenir dessus. Et quand on refait une réforme des retraites, il ne faut pas la mettre en pause. Bref, je terminerai par là. Cette petite incise, mais ça fait plaisir. Donc l'Europe continue à résister là aussi. Quand on regarde la croissance européenne, ça se passe plutôt pas mal. La question, c'est est-ce que la BCE va être à la manœuvre? On a besoin de la BCE. On n'a pas. Il y a aucune raison qu'on ait des taux européens aussi élevés avec une croissance aussi faible, hein. On a des taux réels extrêmement élevés. L'inflation, alors certes, elle est un petit peu au-dessus de la norme en Allemagne, on est à 2,3%, mais quand on regarde tendanciellement, il n'y a pas de problème. On est à 0,8% d'inflation en France, on est à 0,9 en Italie. Bon, enfin, faut pas, voilà, on est dans des endroits qui nous permettent largement d'avoir un soutien. Et on n'a pas du tout, mais pas du tout de cycle inflationniste qui se déclenche. On a un pétrole qui est faible, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que l'inflation, globalement, est un problème qui est une espèce de croque-mitaine avancée, mais la tendance profonde des économies est une tendance à la désinflation, voire à la déflation. Donc on peut avoir des chocs à un moment donné, parce que les politiques publiques qui font des chocs ponctuels, mais on n'a pas de mécanisme d'inflation qui se met en place. On a besoin des banques centrales, on a besoin de la Banque centrale européenne qui a une politique beaucoup trop restrictive. Euh, ça, c'est le sujet. Est-ce qu'on peut avoir un choc de taux, et en particulier un choc en France, hein, j'entends beaucoup cette question-là. Pour l'instant, non. En fait, le marché, je tiens à insister là-dessus, le marché obligataire est dans les mains d'acteurs extraordinairement importants, des paquebots monstrueux, et ça bouge pas facilement. En fait, pour qu'on ait un choc obligataire, il faut des ventes forcées. Et donc, il faut que quelque part, on ait un événement qui force la vente. Un événement, ça peut être une dégradation, par exemple, depuis investment grade à yield. Donc, si la dette française est dégradée à triple B, alors là, oui, là, vous auriez un gros choc. Si à un moment donné, vous avez, comme ce qui s'est passé en 2011, une instruction de la part des grands assureurs de dire chaque assureur désormais de chaque pays achète la dette de son pays et pas de la dette extérieure. C'est ce qui s'est passé en 2011. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, je pense que certains ont la mémoire là-dessus. Ce qui a généré le choc en Italie, c'est quand Allianz a dit à ses filiales, désormais, chaque filiale doit se concentrer sur son marché obligataire national et ne plus aller sur les marchés obligataires autres parce qu'on considère qu'il y a des risques. Et d'un seul coup, Allianz Allemagne et aussi Allianz France, mais surtout Allianz Allemagne, a arrêté d'acheter de la dette italienne. C'est ça qui a créé le choc. C'est ça qui peut nous créer un événement de crédit en France. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et comme je répète souvent, les Français se trompent. Le lapsus, c'est intéressant. Alors, les marchés se trompent souvent, mais ne mentent jamais. Et là, leur vérité d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à l'Assemblée nationale en France. Finalement, c'est un exutoire, une catharsis.
on vote des trucs, mais finalement, c'est pas ce qui va arriver à Bercy. On va avoir un truc beaucoup plus raisonnable à la fin. Ça va bien se passer. S'ils se trompent, là, effectivement, ça peut être un premier choc. Je pense que ce ne sera pas un choc majeur parce qu'on n'aura pas un impact de notation, par exemple, trop fort et ce sera quand même atténué. Mais voilà, il faudra surveiller ça et l'impact, effectivement, en Europe, parce qu'on peut avoir une fragmentation de la zone de nouveau. C'est aussi pour ça que l'euro a du mal à monter, hein, c'est voilà, cette prime de fragmentation de la zone euro. Si je prends la partie américaine, que j'ai déjà largement abordée sur la partie intelligence artificielle et technologie, le sujet de l'Amérique, c'est un sujet de brouillard économique lié au shutdown qui a du mal à se lever. Et sur globalement, est-ce que la consommation américaine va continuer à soutenir la croissance? Et la consommation, elle est soutenue aujourd'hui par les 87% par les 10% d'Américains qui détiennent 87% des actions détenues par les particuliers et qui représentent 50% de la consommation. Hein, c'est eux qui aujourd'hui font la croissance américaine, hein, cette fameuse économie en K. On voit des chaînes de discount aux États-Unis, STX ou autres, enfin, des chaînes assez peu connues, mais qui montent énormément. Et on voit que les boîtes ont quand même du mal à passer des hausses de prix sur des cœurs de gamme. On a un sujet aux États-Unis qui est un sujet très fort de l'assurance santé, hein. C'est le sujet majeur quand vous lisez un peu la presse aux États-Unis. Moi, je vais très souvent aux États-Unis. Le sujet de l'assurance santé est un sujet absolument majeur, avec une augmentation des prix considérable. On est depuis 3 ans, on est sur des augmentations de prix entre 7 et 10% par an sur l'assurance santé, avec une montée très forte également des médicaments GLP-1, les médicaments anti-obésité, mais qui poussent les assurances santé également à la hausse. Donc ça, c'est effectivement un sujet de pouvoir d'achat, c'est un sujet politique aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, Trump a eu beaucoup de promesses, hein, d'investissement, de remise en lumière de la capacité industrielle de l'Amérique à redevenir le centre de production du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de promesses, il n'y a pas beaucoup encore de réalisations. Euh, on a une économie américaine qui tient bien, mais on a un marché de l'emploi qui se fragilise. J'en ai parlé sur la partie IA et qui se fragilise par les jeunes. Aujourd'hui, ça, c'est un peu inquiétant d'un point de vue de l'équilibre social américain. Les entreprises ont toujours su être à la fois souples et rebondir de façon exceptionnelle. L'Amérique, moi, m'a toujours surpris par sa capacité d'adaptation. Est-ce qu'ils vont être capables de nouveau de le faire? Moi, c'est mon pari, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment. On a une croissance potentielle américaine qui reste autour de 2%, donc c'est à peu près 2 fois l'Europe. Ne pas miser contre les États-Unis. Je pense que ça reste un cœur de portefeuille. Si je veux parler des investissements, ça doit rester un cœur de portefeuille américain. Je sais nous, désolé Henri, on est un peu plus Europe. On a beaucoup d'investissements internationaux, mais on a quand même un ADN européen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que c'est l'Amérique qui donne le là. Mais il y a pas, il y a pas mal de fragilité encore. Il y a pas mal de fragilité sur la partie emploi. Et ça, il faut faire attention, de savoir si on ne peut pas avoir un petit choc si on avait un petit doute sur l'intelligence artificielle, cet effet richesse aux États-Unis qui tire la consommation. Ça, c'est un sujet à regarder. Mais pour l'instant, en tout cas, comme on n'a pas beaucoup de stats sur l'emploi, normalement, on devait avoir demain les stats de novembre, on ne les aura pas. Donc en plus, ça psychote pas mal aux États-Unis en disant est-ce qu'ils sont en train de, voilà, de rebidouiller les chiffres. C'est qu'il y a eu des changements à la tête d'agences américaines. C'est un petit peu compliqué. Donc l'Amérique tient bien, là aussi, grâce aux services, grâce à la consommation, grâce à l'IA, et réussit en fait à bâtir un écosystème qui, pour l'instant, grâce à l'augmentation de la productivité, nous maintient hors de l'eau en termes de récession et de progression mondiale. Donc on n'est pas dans la récession grâce aux États-Unis aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas non plus de très très bonnes nouvelles en provenance de Chine. Donc je terminerai par là mon tour d'horizon géographique.
Euh, sur la partie chinoise, c'est stagnant, stagnant moins. C'est-à-dire que ce qui est assez étonnant sur la Chine, c'est qu'on a deux sons de cloche très différents. On a une admiration réelle sur la capacité des Chinois à la fois à produire énormément et des choses de qualité aujourd'hui. Hein. C'est pas un hasard si quand vous entendez le fait que il y a un scandale en disant que sur les usines de batterie en Europe, ils font venir des Chinois. Moi, je connais quelqu'un qui travaille à haut niveau dans des usines de batterie et qui me disait qu'ils étaient obligés de faire venir des ingénieurs chinois pour régler les machines parce qu'ils étaient incapables c'est tellement sophistiqué qu'ils étaient incapables de les régler eux-mêmes. Donc les Chinois font de l'excellente qualité de ce point de vue-là. Ils ont une capacité à créer de l'innovation qui est assez spectaculaire. Ils ont toujours un énorme problème de confiance de leur marché intérieur. C'est-à-dire que lorsque on a, et vous connaissez hein, mon mantra, lorsqu'on a un pays dont le premier des 14 principes inscrits dans la Constitution, c'est assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation en Chine, bon, bah, évidemment, ça ne pousse pas, lorsque vous avez une super idée, lorsque vous avez un super brevet technologique, ça ne vous pousse pas à créer un géant. En fait, ça ne vous pousse pas à créer OpenAI ni Nvidia. Vous voulez être, certes, admiré, mais surtout pas considéré comme étant une puissance qui pourrait être une puissance rivale du Parti communiste. Et ça, c'est tout le sujet de la Chine. C'est à un moment donné, comment libérer complètement les énergies de ce pays incroyable? On voit que l'immobilier a toujours du mal à sortir de sa surproduction. C'est très compliqué. Quand on est en surproduction, c'est très compliqué de s'en sortir. Hein. C'était le dilemme japonais de la fin des années 80 et de toutes les années 90. C'est comment est-ce qu'on sort de la surproduction? Et les Chinois, en fait, à partir du moment où vous ne faites pas confiance à l'initiative individuelle, c'est quand même très compliqué. On voit que les prévisions de l'OCDE, là, moi, ça m'a un petit peu surpris. Hein. On est maintenant plutôt autour de 4,5% de croissance sur les prochaines années, voire en dessous. On voit qu'on a la Chine qui est en train de devenir de plus en plus vieille avant de devenir riche. Et à chaque fois qu'on parle d'un plan de relance en Chine, moi, enfin, j'ai beaucoup parlé de ce plan de relance que j'espérais. Je l'espère plus trop. Alors, ce qui me rend paradoxalement un peu optimiste, c'est que je fais partie, je dis souvent à mes équipes qui sourient là-dessus, mais je dis, moi, je suis un bon mouton de marché. Ouais. Je veux dire qu'en fait, quand je pense, quand j'ai une super idée, en général, c'est que tout le monde est en train d'avoir la même idée en même temps, voire l'a eu légèrement avant moi. Et donc, je représente bien parfois un sorte de barycentre. Et donc, le barycentre, la démarché, c'est on n'y croit plus trop. On ne croit plus trop à une relance de la dynamique chinoise intérieure, de cette fameuse économie à double flux. Bon, quand on n'y croit plus trop, c'est peut-être le moment où ça va arriver. C'est peut-être la bonne surprise de 2026 qui pourrait nous permettre d'avoir une bonne tenue. Les marchés, d'un point de vue strictement marché, la Chine, c'est encore des opportunités. Il faut y aller les yeux grands ouverts. Hein. Moi, quand on me dit que je vais investir dans le Parti communiste chinois, je m'enfuis je m'enfuis à tire d'aile. Néanmoins, en termes de valorisation, en termes de capacité à générer encore des profits significatifs, je pense qu'il y a encore des choses à faire sur la partie chinoise qui est loin d'être survalorisée. Et donc, si je veux terminer, mon cher Henri, puisqu'il nous reste à peu près quelques minutes, hein, de 3 minutes, si je termine sur les opportunités de marché, avant de laisser peut-être la place à quelques questions si vous le souhaitez. Pour moi, il y a deux façons d'équilibrer un portefeuille. Soit on est extraordinairement prudent parce que on a une crainte forte sur les risques géopolitiques, sur les risques sociaux. Et on fait le fameux portefeuille, c'est le fameux portefeuille antifragile, là, le fameux portefeuille 25% cash, 25% or, 25% action, 25% obligations. Voilà, on rebalance régulièrement et globalement on est à peu près, on dort à peu près bien. Si on a un peu plus d'optimisme et d'allant, ce qui est notre cas, moi je suis plutôt là en cette fin d'année, je m'étais mis un petit peu en sous-pondération.
pour gérer un atterrissage, que l'année a été bonne. Je pense qu'on est tous à peu près pareil. En revanche, je vais m'arranger pour revenir en début d'année à peu près à mes points d'équilibre à chaque fois, hein, que ce soit équilibré, dynamique ou prudent, à peu près au bench, parce que je n'écarte pas le fait qu'on puisse avoir une accélération l'an prochain, justement parce que bonne nouvelle sur la productivité, bonne nouvelle sur la capacité des entreprises à générer du profit du fait de ces automatisations croissantes. Euh, moi, j'aime beaucoup en termes d'opportunités. J'aime bien le secteur de la santé. Je trouve qu'il est quand même en retard. Et là, on commence à avoir énormément d'innovations qui rentrent dans le domaine financier, donc qui permettent de générer véritablement de l'argent. Il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se passer. La technologie américaine toujours. L'Europe. Je pense n'est pas cher. Je pense que le thème qui est en train de monter là en ce moment, en Europe en particulier, c'est un thème qualité. Voilà, c'est le retour de ces vieilles valeurs, vous savez, qui ont été un petit peu délaissées, soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs, les Procter et Unilever, voilà, les Nestlé, genre de boîte, pas de conseils, hein, toujours, enfin voilà, pour donner une illustration, Air Liquide avec bonne gestion, bon équilibre de bilan, bon cash flow, mais voilà, pas très sexy. On a même des secteurs qui ont été totalement délaissés, hein. Le secteur des spiritueux était totalement à la casse. Voilà, à un moment donné, voilà, revenir un peu sur quelques fondamentaux de solidité, de cash flow, de rentabilité. On sent que c'est un thème qui est en train de monter. Moi, j'aime bien ce thème-là. Et puis on aime toujours beaucoup les obligations convertibles chez nous parce que on pense que c'est un bon équilibre. Si on est plutôt positif, ce qui est mon cas, sur la croissance et qu'on pense qu'on n'est pas dans un cycle inflationniste, donc globalement on va avoir des taux soit flat, soit plutôt baissiers, bah, globalement on a les deux moteurs, des convertibles qui continuent à être allumés, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, rester bien dans ses allocations et surtout ne pas oublier le vieux principe hein, j'en ai deux, hein, je vous rappelle. Le premier, c'est quand il y a une bulle, il faut être dedans, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas de perf, donc il faut être un peu dans les bulles, même si on y va en serrant les fesses, mais on y va quand même. Et le deuxième, et vous connaissez ma phrase fétiche, sur les marchés, c'est comme dans la vie, il y a les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes font de l'audience et les optimistes font de l'argent. Voilà. À toi, Henri. Merci beaucoup, Wilfried. Et peut-être une réponse à une question qui va plaire à tout le monde. Quelle est ta cible dollar-euro pour le S1 26? Je pense que 1,15, ça va à tout le monde. Voilà, donc pour moi, 1,15, c'est une bonne cible. Voilà, le marché d'échange est toujours un marché extrêmement compliqué, mais je trouve que 1,15, c'est un bon point d'équilibre entre une économie américaine qui pourrait avoir un petit peu plus d'allant qu'attendu et une économie européenne qui résiste et des taux. L'Europe baissera sans doute un peu plus ses taux que ce qu'on attend. L'Amérique peut-être un petit peu moins, mais la différentielle de croissance reste en faveur des États-Unis, 1,15, je pense que c'est 1,15, c'est pas mal. Attention quand même à la Fed, hein, parce que la Fed, il va y avoir un changement de direction à la Fed, donc ça va yoyoter quand même pas mal. Si vous avez Kevin Hassett qui est nommé, je pense qu'il va y avoir pas mal de soubresauts à suivre ça, hein. La Fed, c'est quand même un point très important. Mais 1,15, ça me va bien. Très bien. Bien, merci beaucoup, Wilfried. Merci à tous. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée qui a commencé de la meilleure des façons avec Wilfried et avec un auditoire de très grande qualité. Merci beaucoup et merci de votre nombreuse présence. C'est vrai, c'est génial, c'est formidable. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir.